aujourd'hui, on parle de supprimer. Dites-nous d'abord où vous en êtes, où en est cet observatoire. Est-ce qu'il est à peu près sûr qu'il disparaisse ou pas? Et quelle est la raison de l'arrêt de cette institution? Officiellement, on vous dit quoi? Rien. La raison officielle est extrêmement obscure. Donc il est possible en effet que la mission s'arrête, comme je vous le disais, suite à la fin du mandat des membres. Ce qui est dit, c'est qu'une ministre déléguée à la citoyenneté a dit qu'elle souhaitait une administration de la laïcité et un conseil de la laïcité, deux choses distinctes que nous gérons déjà au sein de l'Observatoire de la laïcité. Donc scinder l'Observatoire en deux structures, ce qui étonne puisque l'administration en question serait sous tutelle et devrait porter la parole du gouvernement. Or, une administration, à mon sens, doit être neutre, surtout sur la laïcité, puisque la laïcité, à notre sens, ne doit pas être un outil politicien. C'est quelque chose, c'est un principe républicain qui ne doit surtout pas être idéologisé. Ça, c'est essentiel. Ce n'est pas un principe de droite ou de gauche, c'est un principe transpartisan qui organise la vie en société. Il faut faire très attention là-dessus, à ne pas le transformer en une idéologie politicienne. Donc là, ça peut être une certaine inquiétude. En tout cas, c'est une inquiétude qui est largement relayée au niveau des acteurs de terrain, puisque évidemment, ils ne pourront pas se tourner vers une administration qui leur donne une ligne idéologique qui ne serait pas la ligne du droit, la ligne applicable. Ce que nous, on fait actuellement dans notre accompagnement des acteurs de terrain. Et ensuite, notre rôle de conseil aujourd'hui serait donc délégué transmis à un autre conseil, mais le défaut, à mon sens, de ce potentiel nouveau conseil, c'est que du coup, il serait déconnecté du terrain. Or là, l'intérêt de l'Observatoire, de par sa diversité des membres et de par le lien avec cette équipe qui fait cette administration de la laïcité en accompagnement des acteurs de terrain, c'est qu'il n'y a pas de déconnexion. Le rôle de conseil au gouvernement est directement en lien avec notre rôle d'accompagnement des acteurs de terrain. Et du coup, il me semble qu'on donne des conseils plus pertinents lorsqu'ils sont corrélés, lorsqu'ils sont directement liés à ce qui se passe sur le terrain. Or, de l'aveu même de ceux qui l'ont annoncé, ce potentiel conseil ne serait pas connecté au terrain et serait composé de personnalités médiatiques, en fait. Là, l'Observatoire, je le répète, il est composé des administrations centrales, des parlementaires et de personnalités d'horizons très divers. Et ça c'est une force formidable parce que du coup, lorsqu'on donne un avis au gouvernement qui est donc très connecté au terrain, et dès lors que le gouvernement accepte cet avis, il peut s'appliquer extrêmement vite puisque tout le monde est déjà partie prenante. Et donc, l'opérationnalité est remarquable. C'est pour ça qu'on a pu, avec des moyens extrêmement limités, parce que qui plus est, notre instance est très peu coûteuse. Le budget de fonctionnement annuel ne dépasse jamais les 60 000 € par an. Donc autant vous dire que ça ne coûte rien. Selon Bercy, nous sommes la commission la plus efficace et la moins coûteuse. Et justement parce qu'on arrive, et malgré tout, on arrive à faire énormément de politique publique par cette diversité des membres. Donc effectivement, j'avoue ma grande perplexité quant à ces annonces qui m'ont l'air beaucoup plus politiques, pas forcément au sens noble du terme, que pratiques. Mais derrière cette annonce, on sent quand même qu'il y a un débat sur plusieurs compréhensions de la laïcité. Il y a toujours eu un débat sur plusieurs compréhensions de la laïcité, c'est évident. Depuis la conception même de la laïcité, il y a ces débats avec différentes tendances. Mais on ne peut pas reprocher à l'Observatoire de la laïcité, lorsqu'il accompagne les acteurs de terrain, de leur rappeler le droit. On est une instance de la République, on ne peut que, et heureusement, leur rappeler le droit applicable. On ne va pas leur donner une orientation idéologique, leur dire vous devriez faire ça parce que nous on pense, notre ressenti c'est que c'est mieux comme ça. Sûrement pas. Pour qu'ensuite ils soient enquiquinés en droit, qu'ils soient poursuivis devant les tribunaux et qu'ils perdent. Non, surtout pas. Il faut évidemment les sécuriser, les accompagner et donc en rester à la ligne du droit. D'un point de vue juridique, il n'y a qu'une seule laïcité. Et c'est celle-ci que nous préservons, nous défendons, parce que, qui plus est, là on l'assume, on considère que l'équilibre laïque est le bon et qu'il n'y a pas lieu de le bouleverser. Il y a des adaptations d'ordre technique à faire, et d'ailleurs on en a proposé certaines dans le cadre du projet de loi en cours, mais il n'y a pas de bouleversement de l'équilibre laïque. L'équilibre laïque, il est clair. C'est quoi? C'est la garantie des libertés individuelles, mais toujours dans le respect du cadre collectif. Il n'y a pas lieu de tomber dans un autre schéma, parce que sinon on rentre dans le subjectif. Ça veut dire qu'on irait dans l'interdiction de tout ce qui peut déplaire à une majorité ou déplaire à tel ou tel individuellement. On est dans le ressenti là, et on est dans l'opposition nouvelle entre une majorité et des minorités, ce qui est tout le contraire de la laïcité à son origine en tous les cas, qui reste une approche extrêmement objective, de dire on interdit non pas ce qui peut déplaire à tel ou tel, on interdit ce qui est imposé à autrui ou ce qui trouble l'ordre public. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est les articles 1 et 2 de la loi de 1905 aussi. Donc
Restons très fermes sur cet équilibre, appliquons déjà fermement le droit, ce qui n'est pas toujours le cas, connaissons-le, ce qui est encore moins le cas, avant d'inventer des nouveaux équilibres qui, à notre sens, pourraient ne faire que renforcer les oppositions radicales et les extrémismes religieux. Pourquoi il y a contestation sur cette laïcité? Il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Est-ce que vous récusez cette idée qu'il y a plusieurs conceptions? Pourquoi il y a débat? Pourquoi il y a polémique? Je viens de le dire, je ne récuse pas du tout. Il y a bien sûr différentes conceptions de la laïcité. Intellectuellement, philosophiquement, il y en a toujours eu plusieurs. Vous revenez au débat autour des lois laïques de la fin du XIXe siècle, au débat autour de la loi de 1905, il y avait déjà différentes conceptions intellectuelles qui s'affrontaient. Mais en droit, il n'y en a qu'une, celle qui justement découle de ces lois, jusqu'à la loi de 2004, qui est inscrite dans la Constitution, qui a été définie par le Conseil constitutionnel. Et c'est une conception juridique qui, par ailleurs, est conforme avec notre histoire, découle de notre histoire, est conforme avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais bien sûr qu'il y a d'autres conceptions idéologiques, intellectuelles, qui ne sont pas conformes à cette conception juridique, qui en gros est celle d'Aristide Briand, si vous voulez. Mais on pourrait même remonter à celle de Rabot-Saint-Étienne, puisqu'on est ici chez Réforme, du temps de la Déclaration des droits de l'homme, et l'article 10. Donc, les autres conceptions, c'est quoi? C'est par exemple une tendance dite laïcarde, qui est en fait dans une opposition à toute constitution autonome d'un clergé et dans une volonté de contrôle du culte. Et donc qui remet en cause, quand c'est excessif comme tendance, qui peut remettre en cause le principe séparatiste, la séparation entre les églises et l'État. Et puis il y a une autre tendance qui est laïciste, c'est-à-dire une volonté d'invisibilisation du fait convictionnel et religieux dans l'espace public, dans l'espace social. Et donc de dire, vous avez le droit d'avoir une religion et de l'afficher, mais c'est chez vous. Bon, ben ces deux tendances n'ont rien à voir avec la conception juridique du droit telle qu'elle a toujours été définie dans les textes et peuvent même s'opposer parfois, en certaines mesures, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais elles ont le droit d'exister, bien entendu, et si le législateur souhaite aller dans ce sens, il a le droit de le faire. Je dis simplement que je ne pense pas que ce soit rendre service à la laïcité, ni à notre vivre ensemble, ni à notre faire ensemble. Je pense que c'est dangereux. Je pense que l'équilibre, aujourd'hui, il doit être réaffirmé, mais pas bouleversé. Réaffirmé, par exemple, ça faisait des années que l'Observatoire de la laïcité rappelait l'importance de rendre applicable l'article 31 de la loi de 1905. Cet article, il fait quoi? Cet article, il permet de sanctionner tous ceux qui imposent à autrui une pratique religieuse. Il n'était pas applicable depuis les années 90, depuis une réforme du code pénal, parce que les peines prévues n'étaient pas les bonnes. Absurde. Donc on a demandé depuis des années cette réforme de cet article. Ça va enfin être fait dans le cadre du projet de loi en cours. Voilà, donc il y a des réaffirmations à faire. De même que quand on demande à ce que toutes les associations qui gèrent un culte soient en loi 1905 et pas en loi 1901. Eh bien là encore, dans le projet de loi en cours, il y a des propositions en ce sens. Et tant mieux, ça émane directement de l'Observatoire de la laïcité. Autre paradoxe d'ailleurs. On nous demande de nous arrêter, mais énormément de ce qui est en cours dans le projet de loi émane de nous. Bref. Mais donc ça, c'est très important, bien entendu. Ça, il faut le mettre en œuvre. Pourquoi aujourd'hui vous avez des associations qui peuvent être dans la confusion des genres et faire du culte et du socio-culturel en statut loi 1901? Alors les gens nous diront oui, c'est parce que le culte musulman, les nouveaux cultes font ça et n'aiment pas la séparation. N'importe quoi. C'est tout simplement parce qu'en 1905, l'Église catholique a refusé la loi, a refusé d'appliquer la loi de 1905 sur la laïcité, sur la séparation des églises et de l'État, a refusé d'instituer des associations cultuelles et du coup, effectivement, le législateur a été obligé en 1907 et 1908 de permettre aux associations loi 1901 de gérer le culte. Voilà. Donc depuis lors, beaucoup de nouveaux cultes, comme on dit, installés dans l'Hexagone, se mettent en loi 1901, comme certaines associations bouddhistes ou musulmanes. Mais il reste que c'est, à notre sens, pas une bonne chose, parce qu'effectivement, ça crée de la confusion. Et ça peut même conduire à des subventionnements publics indus, puisque l'État, l'administration publique, n'a pas à subventionner des activités cultuelles. Elle peut subventionner des activités socio-culturelles, mais pas culturelles. Donc il ne faut pas mélanger ça. Donc c'est très important de rétablir les choses et c'est pour cela qu'on a été partisans, en effet, de demander que toutes les contraintes qui pèsent sur les associations loi 1905 pèsent sur les associations loi 1901 qui gèrent du culte, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas normal, pour inciter les associations à se mettre en loi 1905, puisque les lois 1905 disposent quand même d'avantages fiscaux que l'on connaît. Voilà. Après, néanmoins, dans ce projet de loi que j'évoque, il y a d'autres mesures sur lesquelles on a fait part de vraies alertes, de vraies inquiétudes.
Est-ce que la loi de 1905 s'applique totalement au département concordataire? Et est-ce que vous voulez réagir à la décision du conseil municipal de Strasbourg de financer une mosquée turque? Alors sur cette dernière question, effectivement, enfin tout est lié, effectivement. Non, la loi de 1905 ne s'applique pas au département du régime dérogatoire Alsace-Moselle, c'est-à-dire Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, qui sont régis par un régime qui est un mélange de concordat, d'articles organiques et de droit local allemand. Ce régime dérogatoire, donc, est très différent de celui de la loi de 1905. Pourquoi? Parce que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle étaient des départements qui n'étaient pas français au moment de l'adoption des lois laïques de la fin du XIXe siècle et au moment de la loi de 1905. C'était des départements allemands depuis la défaite de Sedan, de Napoléon III. Et donc, ces départements qui avaient très mal vécu ce lâchage par la France, lorsqu'ils sont revenus dans le giron, sous le giron de la République française en 1918, leurs représentants ont demandé à garder leur spécificité locale, leur identité locale. Et donc, effectivement, ils ont gardé ce régime dérogatoire. Pour autant, l'Observatoire de la laïcité considère qu'il faut progressivement arriver à un régime homogène, parce que c'est une survivance historique qui n'a plus grand sens aujourd'hui. Et donc, nous avons déjà émis des avis et permis des évolutions. Par exemple, nous avons abrogé le délit de blasphème, que j'évoquais tout à l'heure, qui existait encore, en tout cas en théorie, en Alsace-Moselle jusqu'en 2016. Nous avons aussi maintenant fait en sorte que l'enseignement religieux à l'école soit purement optionnel. Ce n'est pas un enseignement des faits religieux qui doit avoir lieu partout, c'est un enseignement religieux, catéchique. C'est du catéchisme, c'est de la théologie. Ça, il est désormais purement optionnel en Alsace-Moselle. À la rentrée scolaire, les parents choisissent s'ils souhaitent que leurs enfants suivent ou pas un enseignement religieux. De même, on a sorti du tronc commun l'heure d'enseignement religieux, puisqu'il faut savoir que jusqu'à donc notre avis, les élèves de ces départements avaient 1 heure de moins que les élèves du reste de la France de l'intérieur, comme ils les appellent, puisqu'effectivement, l'enseignement religieux était sur le tronc commun. Donc on a permis ces évolutions. Mais il faudra aller plus loin, puisqu'encore aujourd'hui, 4 cultes, les cultes reconnus par ce régime dérogatoire, voient leur ministre des cultes salarié par l'État. C'est évidemment très différent du reste de la France. Il y a aussi d'autres régimes dérogatoires. Il y a la Guyane, où là seul le culte catholique est salarié. Il y a aussi Mayotte, où là vous avez les deux, régime de droit local ou régime de droit commun. Vous avez bien sûr Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, mais là c'est un peu différent puisqu'ils disposent d'une large autonomie reconnue par la Constitution et donc c'est à eux de décider s'ils veulent ou pas une évolution. Et pour répondre à votre question, en droit, il est possible que la mairie de Strasbourg ait le droit de faire ce type de subventionnement. Il faudra quand même voir si l'intérêt général était rempli. De toute façon, cette subvention doit être confirmée par un deuxième vote en conseil municipal, on verra ce qu'il est fait. Mais donc, effectivement, cette question assez polémique qui a émergé, elle renvoie aussi au statut local. Vous évoquez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1905. Aujourd'hui, quand même, on a beaucoup changé depuis 2 siècles et depuis 1 siècle. Est-ce que ces lois, et notamment la grande loi de 1905 qui organise la relation entre la République et les religions, comment doit-elle être adaptée en fonction des évolutions religieuses, et notamment, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, derrière la question qui préoccupe les gens, qui est l'extrémisme musulman? Alors déjà, ce n'est pas parce qu'un texte est vieux qu'il n'est pas adapté. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a beau être très ancienne, elle n'est pas du tout inadaptée, elle est toujours adaptée et pleinement adaptée. Donc c'est ce petit bruit qui dit sans arrêt « oui, il faut changer la loi de 1905 parce qu'elle n'a plus aucun sens aujourd'hui », n'a pas grand sens et traduit une méconnaissance de la loi. On ne change pas des textes fondamentaux juste parce qu'on n'est pas dans le même temps. Pourquoi? Parce que ces textes fondamentaux, pourquoi ils sont fondamentaux? Parce que justement, ils ont été écrits de façon à être parfaitement adaptés à toute évolution sociétale. C'est exactement le cas de la loi de 1905. Quand Aristide Briand, rapporteur de la loi, écrit pour l'essentiel cette loi, il cherche à écrire un texte qui soit adapté à toute situation, quelle que soit l'évolution de la société et l'évolution religieuse. Je vous rappelle d'ailleurs que cette loi, elle devait être appliquée pas qu'à l'Hexagone, elle devait être appliquée au département algérien, par exemple, qui était ultra majoritairement musulmans, de confession musulmane. Pourquoi ils n'ont pas été appliqués au département algérien? Parce que l'État français, finalement, a refusé d'appliquer la laïcité dans ces départements, alors même que ces départements et ces populations demandaient l'application de la laïcité et de la séparation. L'État n'a pas voulu, pourquoi? Pour des raisons purement politiques, évidemment, de contrôle du culte musulman, pour éviter toute velléité indépendantiste par le culte musulman. Voilà. Ça, il faut aussi refaire un peu d'histoire et rappeler les choses. Donc la loi, elle est adaptée encore aujourd'hui. En revanche, oui, il y a des adaptations d'ordre technique à faire.
par exemple sur ce qu'on vient de dire sur les associations cultuelles, ce que je viens de dire sur l'article 31, mais au final, c'est surtout des associations techniques pour revenir à l'esprit initial de la loi qui a été mise à mal par le premier refus de l'Église catholique d'appliquer la loi et puis ensuite par des réformes diverses et variées, notamment du Code pénal. Mais pour l'essentiel, il n'y a pas grand-chose à changer. Il y a bien sûr il peut y avoir des évolutions d'ordre technique sur les avantages fiscaux donnés aux lois 1905, par exemple, sur les garanties d'emprunt, on pourrait rentrer là-dedans, pour construire un lieu de culte par les collectivités locales, sur les baux amphithéotiques administratifs. Mais là, ce sont des notions techniques qui ne vont pas forcément parler à ceux qui nous écoutent. Mais ces modifications techniques, oui, elles ont un sens. Mais l'équilibre général de dire qu'il faut préserver les libertés individuelles, notamment d'exprimer des convictions ou des croyances, mais aussi des critiques de croyances, pareil, c'est dans les deux sens. Dans le cadre du respect du cadre collectif, cet équilibre-là, pourquoi voulez-vous le changer? Ou sinon, je suis preneur de vos réactions. Je ne vois pas en quoi on devrait changer l'équilibre, de dire il faut garantir les libertés individuelles, mais il faut respecter le cadre collectif. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon équilibre. Personne ne conteste ça. Eh bien, c'est celui de la loi de 1905. Oui, mais par contre, on ne peut pas nier non plus que c'est lié à une histoire particulière, celle des deux francs, c'est une opposition quand même qui n'a plus du tout de rapport aujourd'hui. L'Église catholique menace aucune liberté, ne s'occupe de rien. Je veux dire, les églises, c'est plutôt des Alors, je sais pas, j'ai sans doute pas été assez clair. Parce que j'ai bien dit que justement, cette loi, elle a été écrite pas que pour l'Église catholique. C'est pas vrai de croire ça. J'ai compris. Elle a été le contexte historique est quand même réel. Vis-à-vis, mais oui, mais alors dans ce cas, revenons au contexte historique, parce que là, visiblement, il y a un oubli. Le contexte historique du début du XXe siècle était extrêmement tendu. Beaucoup plus qu'on ne le pense aujourd'hui. Extrêmement tendu. Donc, si on revient à ça, il était même plus tendu encore qu'aujourd'hui. Après, si vous parlez du terrorisme islamiste, c'est un peu différent. Ce n'est pas la laïcité qui traite le terrorisme islamiste. Ça, c'est des mesures d'ordre public menées par le ministère de l'Intérieur. Mais là, excusez-moi, mais vous faites une confusion courante dans le débat public. La laïcité ne peut pas répondre au terrorisme islamiste. En revanche, il peut effectivement, en certaines matières, prévenir une radicalisation. Mais à l'inverse, une mauvaise compréhension de la laïcité et une perversion de la laïcité qui serait vue comme anti-religieuse va alimenter les discours endoctrineurs radicaux. Donc justement, ne tomberont pas dans le jeu de ces endoctrineurs radicaux en durcissant excessivement la laïcité, puisque ça ne fait que leur jeu. Puisque du coup, ça alimente le discours victimaire qui serait de dire « vous voyez, vous êtes discriminés, on ne veut plus de vous, etc. etc. » Après, on peut analyser cet extrémisme musulman. Il remonte à assez longtemps, il n'est pas récent. Aujourd'hui, et ça Philippe Portier vous en parlerait très bien, vous avez une sorte de polarisation de la société entre, d'une part, une partie de la population croissante qui s'éloigne des faits religieux, qui s'éloigne de la pratique, même quand ils sont croyants. Donc une sécularisation qui continue, toujours, y compris au sein de l'islam. Vous avez 2 fois plus de personnes qui sortent de l'islam que de personnes qui y rentrent. La seule religion aujourd'hui qui gagne en fidèles, c'est le courant protestant évangélique, qui gagne beaucoup de fidèles d'ailleurs. Un temple évangélique se construit tous les 10 jours à peu près, s'ouvre tous les 10 jours. Mais mis à part ça, il y a une sécularisation nette qui continue un peu de partout. Et face à cette sécularisation, vous avez une partie de la population, en fait une partie des croyants, dans tous les courants religieux, dans toutes les religions, qui réaffirment leurs marqueurs identitaires religieux, et notamment par de la visibilité. Et ça, on le voit dans toutes les religions, mais aussi, bien sûr, dans l'islam. Vous ajoutez à cela, alors là, ça crée des crispations, ces deux pôles créent des crispations, mais vous ajoutez à cela, pour l'islam, puisque effectivement ces crispations sont plus fortes sur l'islam que sur les autres religions. Pourquoi ? Pour plein de raisons, donc celles que je voulais ajouter. D'abord, le fait que sont importés des conflits au Proche-Orient ou en Afrique, dans l'Hexagone. Ensuite, le fait qu'il manque considérablement en France de mixité sociale, pas de mélange de population, repli communautaire, sachant qui plus est qu'une grande partie malheureusement de la population de confession musulmane vit dans les quartiers les plus ségrégés et les plus populaires, et sont dans les CSP, les catégories socio-professionnelles les plus fragiles, donc concentration de population, repli communautaire, pas de mixité sociale, pas de mélange, pas d'interaction socio-culturelle, ce qui mène évidemment à des replis communautaires, y compris à des replis communautaires religieux. Vous ajoutez à cela le passé compliqué de la relation entre la France et l'islam, notamment avec les colonies, qui n'est pas toujours correctement traitée encore aujourd'hui, notamment avec l'Algérie. Vous ajoutez à cela le contexte des attentats islamistes, qui crée des confusions douteuses entre la pratique générale de l'islam et l'islamisme radical, le djihadisme, mais qui du coup forcément alimente beaucoup de peur et des craintes, légitimes par ailleurs. Et c'est ça d'ailleurs, c'est la raison principale qui crée cette peur. Et vous ajoutez enfin à cela
l'influence et l'ingérence d'idéologies étrangères depuis les années 90, ce n'est pas du tout d'hier, hein. Depuis les années 90, en particulier dans des quartiers populaires et auprès de populations fragilisées, ingérence face à laquelle les autorités, quels que soient les gouvernements, n'ont rien fait, ou très peu, face à laquelle le culte musulman a trop peu fait parce qu'il est trop peu structuré du fait de l'islam consulaire, c'est-à-dire de guéguerres intestines entre les pays d'origine qui veulent continuer à avoir une influence sur la diaspora même au bout de la 4e génération, donc entre l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Cette ingérence, elle vient d'où? Elle vient du Golfe, essentiellement d'Arabie Saoudite et du Qatar. Le Qatar, c'est plus dans une logique d'islam politique, c'est-à-dire d'islam qui s'investit dans le champ politique. Et l'Arabie Saoudite, c'est plus dans la logique du salafisme, du wahhabisme, et plus largement du salafisme, qui s'est imposé chez certains jeunes qui, par perte de repères et pour plein de raisons, on pourrait y revenir aussi, étaient sensibles à ces thèses-là. Et alors voilà, vous ajoutez toutes ces raisons, vous arrivez à notre situation de crispation extrême, effectivement, sur l'islam, et au-delà, bien sûr, enfin surtout sur l'islamisme, mais même au-delà de ça, parfois, sur l'islam. Donc, il faut, pour arriver à traiter de cette question, il faut traiter de toutes ces raisons. Pour arriver à résoudre et à solutionner ce problème, il faut traiter de toutes ces raisons. Et ça ne sert à rien, excusez-moi, mais de dire laïcité, 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 hein, de sauter comme un cabri, comme disait De Gaulle, ça ne changera rien, rien du tout. D'entendre tous les jours dans les médias publics privés, enfin dans tous les médias, parler de laïcité à tout bout de champ pour dire tout et n'importe quoi, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut faire, c'est répondre à ces raisons, c'est attaquer aux racines, c'est effectivement renforcer la mixité sociale. À l'école aussi, quand vous avez des établissements scolaires qui sont complètement ségrégés, évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des replis communautaires et des conflits en leur sein. Il faut effectivement être ferme, bien sûr, sur certaines mesures, parce qu'il y a aussi l'aspect répressif. C'est pour ça que l'Observatoire de la laïcité est à l'origine d'une circulaire du ministère de la Justice pour mobiliser tous les procureurs de la République pour sanctionner tout acte contraire aux exigences minimales de la vie en société, dignité des personnes, égalité femmes-hommes et bien sûr laïcité. Mais il faut aussi appliquer en acte la devise républicaine et donc effectivement lutter contre toutes les discriminations pour pas effectivement laisser le champ au discours victimaire et que tout le monde puisse réellement être égaux, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut le reconnaître. Quand vous regardez les études du défenseur des droits, c'est très inquiétant. De fait, les Français de confession musulmane, parce que perçus comme de confession musulmane, sont beaucoup plus discriminés que les autres. Il faut aussi s'attaquer beaucoup plus à la diversité des mémoires, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance à la nation française qui soit beaucoup plus fort chez certains jeunes. Pourquoi on ne parle jamais de personnalités qui ont participé à l'histoire de notre pays et qui viennent d'horizons très divers? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes issus des Outre-mer, d'Afrique subsaharienne, maghrébine, d'Asie, qui ne se sentent pas pleinement français parce qu'ils ne se sentent pas perçus comme français et parce qu'effectivement, ils ne s'identifient pas. Pourquoi on ne parle pas de personnalités comme l'Émir Abdelkader, comme Deo Vantri, comme Henri Sidambarom, comme Sarda Garriga, comme Léopold Sédar Senghor, etc., qui sont des personnalités très différentes, de confessions, de convictions toutes différentes, mais qui ont toutes été décorées par la République laïque par rapport à ce qu'elles ont pu apporter à notre pays. Donc cette diversité d'éléments, elle est également très importante. Après, il faut lutter de manière diplomatique contre les ingérences idéologiques dont je vous parlais tout à l'heure. On ne l'a pas suffisamment fait, parce qu'on sait bien aussi que certaines de ces influences viennent de pays qui financent largement certaines économies françaises. Donc là, il faut aussi le dire, et il faut s'opposer diplomatiquement à ces ingérences. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Si on ne fait pas ça et qu'on préfère faire la course au voile de maman qui accompagne une sortie scolaire bénévolement ou crier laïcité à tout bout de champ sans la traduire en acte derrière, ça ne servira à rien. Le président de l'appellation protestante s'est opposé à certains articles de la nouvelle loi sur les principes républicains. Est-ce que le protestantisme doit s'inquiéter de cette loi? Ça, c'est pas à moi de vous le dire. Donc, quels sont les éléments que vous relevez dans cette loi? Écoutez, moi, il y a un point de vigilance qu'on a transmis à l'exécutif et au Parlement lors de nos auditions en commission spéciale et en commission des lois, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui rejoint un point de vigilance qui a été émis par la Fédération protestante de France. C'est celui sur l'article 27 en particulier. L'article 27 de ce projet de loi qui soumet toute association loi 1905, alors même que l'objectif du texte était notamment de rendre ce statut plus attractif,
soumet pourtant les lois 1905, les associations de loi 1905, à une reconnaissance de la qualité cultuelle par le préfet lui-même, avec une demande de reconnaissance par le préfet lui-même à renouveler tous les 5 ans. C'est extrêmement lourd, administrativement c'est très contraignant, c'est très insécurisant juridiquement, puisqu'une association peut se voir retirer sa qualité cultuelle par un préfet qui a changé, et donc avec l'obligation de rembourser peut-être des avantages fiscaux. Et en plus, ça laisse craindre une certaine immixtion de l'administration dans le culte, ce qui remet en cause le principe de séparation. Donc effectivement, nous, sur le coup, cet article, nous n'y sommes pas favorables et nous l'avons fait savoir. Nous pensons que ce serait contre-productif, puisque ça va casser l'attractivité qui a été obtenue via d'autres articles de cette même loi, du statut loi 1905. Alors qu'on voulait autre chose au départ. Alors qu'au contraire, au départ, on veut faire en sorte que les associations se mettent toutes en loi 1905 lorsqu'elles gèrent un culte pour avoir une parfaite transparence. Donc effectivement, sur ce point par exemple, nous comprenons tout à fait les inquiétudes fortes du culte protestant. Après, nous rejoignons aussi la Fédération protestante sur d'autres inquiétudes, sur certaines rédactions d'articles qui sont trop floues et qui pourraient conduire presque à une police de la pensée au sein des lieux de culte. Or, évidemment, de par la laïcité elle-même, l'État n'a pas à s'ingérer dans la théologie, heureusement, elle n'a pas du tout à rentrer là-dedans. Donc il faut faire aussi attention à ça, parce qu'on ne doit surtout pas instaurer une police de la pensée au nom de la laïcité, ce serait un non-sens total. Et effectivement, il y a certaines rédactions qui sont peut-être encore un peu trop floues. Pourquoi nous, on a cette particularité? Qu'est-ce qui est lié à notre culture, à notre histoire? Pourquoi on a ce thème et ce débat sur la laïcité qui enflamme périodiquement notre pays? Alors il y a d'autres débats quand même dans ces pays-là qui sont aussi sur l'identité. Sur la séparation de l'Église de l'État, ça existe de manière assez générale. Je dirais qu'il y a des débats sur les identités dans les autres pays. En revanche, là où c'est très différent, c'est que nous, on a une obsession sur la visibilité religieuse, que là, on ne retrouve effectivement pas dans les autres pays. Mais vous retrouverez aussi des débats sur l'immigration, sur l'islam, sur ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? La visibilité religieuse, c'est la visibilité religieuse, c'est-à-dire le fait qu'on voit dans l'espace public que vous êtes de telle ou telle confession. Et en France, le symbole absolu de cette visibilité religieuse, sur lequel tous les débats se concentrent, c'est le voile. Donc ça, ça n'existe pas, ça. Ça, vous ne le retrouverez pas dans les autres pays. Comment on explique ça? Alors cette obsession-là est liée à toutes les raisons que je vous ai dites là, qui sont quand même très françaises. D'une part, le passé historique avec l'islam et les colonies, qui est dans l'inconscient. Il y a quand même aussi, bien sûr, l'inconscient collectif de la crainte de la religion, parce que dans ce pays, on a connu une tutelle, une quasi-tutelle, si vous voulez, une influence très forte de l'Église catholique et de la religion sur la vie politique et sociale pendant très longtemps, liée au pouvoir directement, avec des persécutions ou des discriminations qui ont pu suivre contre les minorités. Donc il y a inconsciemment quand même une crainte de cela, de la religion. Il y a une sécularisation qui est beaucoup plus forte en France qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de non-croyants ou de gens, même quand ils sont croyants, qui sont éloignés de la pratique par rapport aux autres pays, même ceux que vous citez là. On est un des pays les plus sécularisés au monde, avec on est dans les 4-5 pays où il y a le moins de croyants au monde. Donc ça joue évidemment aussi beaucoup. Après, vous avez donc la question des attentats islamistes qui sont beaucoup plus nombreux aussi en France qu'ailleurs, et toutes les autres raisons, l'absence de mixité sociale, etc. Toutes ces raisons font qu'il y a ces obsessions-là qui sont plus fortes ici qu'ailleurs.